大会主席先生、世界卫生组织总干事先生、各位代表，首先，我认为，在人类抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，举行这次世卫大会。Comment résister à la force de l'eau? Eh bien, on a plusieurs solutions. La première consiste à construire ce que l'on appelle des barrages poids. Très bonne question, Fred. Mais pour le comprendre, il faut tout d'abord comprendre le fonctionnement d'un barrage. Un barrage est tout d'abord placé dans un cours d'eau. Puis, comme son nom l'indique, il va barrer l'eau, ce qui va entraîner une différence de niveau entre les deux côtés du barrage. Puis, lors de l'ouverture du barrage, l'eau va tout naturellement suivre son cours. Et grâce à une centrale hydraulique dans le barrage, l'eau qui chutera entre les deux niveaux de hauteur différentes fera tourner des turbines qui créeront, à partir de l'énergie mécanique que l'eau produira, de l'énergie électrique. Des turbines qui sont d'ailleurs aussi présentes dans des centrales nucléaires. Et ces turbines doivent s'associer aux altérators, et pas de moindre dans les cas des trois gorges qui ont un rendement tout bonnement époustouflant. Toutes les centrales, comme les centrales nucléaires, utilisent l'énergie mécanique pour la transformer en énergie électrique. Pour ce faire, on doit utiliser l'alternator, qui constitue d'une partie fixe qui s'appelle le stator et d'une partie mobile qui s'appelle le rotor. Le stator est composé d'une bobine de fil de cuivre, tandis que le rotor est composé d'un aimant ou d'un électroaimant. L'alternator produit de l'énergie électrique par induction. L'induction, c'est la transmission de l'énergie mécanique en énergie électrique par l'intermédiaire d'un aimant. Et je laisse la suite à Peter. À cause des pertes énergétiques d'eau au frottement, le rendement de conversion d'un alternateur est inférieur à 1. Le rendement R d'un alternateur est le rapport entre la puissance utile PU délivrée par celui-ci et la puissance PF qui lui est fournie. Et donc R égale BU sur PF. Дорогие друзья, уважаемые граждане России. Le Soleil, grâce à en partie son énergie de fission nucléaire, peut créer en partie encore de l'énergie lumineuse. Cette énergie est utilisée pour produire de l'énergie électrique en utilisant les panneaux solaires. De plus, le Soleil est un corps noir, un corps dont la couleur va dépendre exclusivement de sa température. Toute matière ordinaire absorbe le rayonnement électromagnétique jusqu'à un certain degré. Lorsqu'un corps noir, lui, absorbe de la lumière, en fonction de la température qui est uniforme ou non, son émission possède une distribution spectrale d'énergie qui dépend de la température. Un corps noir à température ambiante, environ 25 degrés, va apparaître noir car les rayons électromagnétiques sont dans à peu près les ondes infrarouges. Or, un corps noir à la température par exemple du Soleil, donc 5500 degrés en surface, va produire des rayons électromagnétiques dont la longueur d'onde est située à peu près dans les ondes visibles. Donc le Soleil va avoir une couleur blanche. On va parler maintenant du spectre du Soleil. Dans la réalité, le spectre du Soleil n'est pas continu. Il y a des raies sombres. Maintenant, pourquoi les raies sombres existent? Pour comprendre les raies sombres présentes par exemple dans le spectre du Soleil, il faut comprendre d'abord comment un atome est capable de produire de la lumière. Oh, tengo 45, no me quito edad ni como las flores ni nada, tengo 45 y muy bien ¿Y reservado. me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado Es que las lóminas las quemé, un pincel de cocina, es lo que me mandaba el cocinero, limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Par exemple, le spectre d'émission de l'atome de mercure. Pour comprendre cela, on peut revenir à la structure électronique de l'atome. Un atome est constitué de plusieurs couches, la couche K, la couche L et la couche M. Les électrons vont se placer sur la couche électronique suivant un certain schéma spécifique. La compréhension des couches électroniques nous permet de comprendre comment et pourquoi différents composants émettent différentes longueurs d'onde de lumière. Les électrons peuvent occuper différentes couches électroniques en fonction de leur niveau d'énergie. Lorsqu'un électron est à son niveau d'énergie le plus bas, on dit qu'il est à l'état fondamental. Et lorsqu'il reçoit une quantité d'énergie bien précise qui dépend du niveau de la couche à laquelle il se trouve, l'électron peut se déplacer, sauter vers un niveau supérieur. Cette quantité d'énergie peut être acquise par l'intermédiaire d'une collision avec un autre atome, qui peut survenir par exemple pendant une explosion nucléaire, ou bien par la simple absorption d'un photon qui est un paquet d'énergie, un paquet de lumière,
par l'électron. Et c'est parce que ce photon doit posséder une quantité d'énergie bien précise que les atomes ne peuvent absorber que certaines longueurs d'onde de la lumière, l'énergie et la longueur d'onde des photons étant liées. Un électron qui se trouve à un niveau d'énergie autre que l'état fondamental est dit dans un état excité. Un électron qui se trouve dans un état excité est instable et est contraint à un moment ou à un autre de retourner vers l'état fondamental. Lorsque cela se produit, l'électron émet un photon dont la quantité d'énergie correspond à celle nécessaire à l'électron pour passer de l'état inférieur à l'état supérieur. C'est ce phénomène qui permet d'expliquer le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque. Lorsqu'un photon entre en contact avec un atome de silicium présent dans une cellule photovoltaïque, il va exciter un des électrons qui va monter en niveau d'énergie jusqu'à être libéré. Cet électron va ainsi se mettre à se déplacer dans différentes directions dans un circuit électrique, et c'est ce qu'on appelle un courant électrique.